Bonjour Stéphane, joyeuse Pâques. Bonjour Laurent, bon dimanche à toi. C'est le printemps du chocolat, tout ça. Oui, sans doute. Ah, tu étais au régime? Non, me dis pas ça. Non, non, Ok, c'est un jour férié, ressemble à un jour férié pour moi, c'est voilà, mais voilà. bon. Alors aujourd'hui, je te propose deux sujets. Un qui est plus dans le sens pratique des choses, puisqu'on nous dit tout le temps qu'on est des gros rêveurs de salon et que tout ce qu'on raconte, ça sert à rien dans le monde réel. On n'est pas dans le concret. On n'est pas dans le concret, on n'est pas dans le pragmatique. Euh, Et puis en deuxième partie, on pourrait faire un petit retour sur la notion de propriété intellectuelle, avec plein de guillemets, pour compléter la très intéressante discussion avec Olivier cette semaine, que je salue au passage et que je remercie encore. Très jolie vidéo, enfin, je te félicite pour ça. Très jolie vidéo. Ça fait plaisir de trouver des gens que je qualifierais d'inconnus, tu vois, et qui arrivent sur ta chaîne avec déjà un très bon bagage, une fraîcheur. Et pour autant, une très bonne compréhension des choses, avec une vision de terrain, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Alors, Olivier m'a confié qu'il avait regardé pas mal de nos vidéos, donc il te salue au passage et il te remercie pour justement l'avoir aidé Tant mieux. à affiner sa pensée. Bon, je crois qu'il avait un terrain déjà fertile, à mon avis. Oui, c'est ça, c'est ça. Tu sens quand même que ça percute, c'est bien, c'est bien. Alors sur le côté pratique des choses, justement, on va aborder les choses de plein pied, j'aimerais commencer par une petite mise au point sur la trompe, alias Donald Trump, puisque on se fait souvent reprocher, moi en particulier, je ne sais pas si c'est aussi ton cas, de ne pas apprécier assez les efforts qu'il fait pour diminuer la taille de l'État fédéral américain. LOL. Alors que bon, je ne sais pas si vous avez remarqué que le budget de la défense américain avait doublé, là, c'est 1000 milliards, maintenant c'est plus 500 milliards. Donc, comme diminution de l'État, on reste un petit peu perplexe. On a le droit ou bien Mais je voudrais simplement dire que c'est pas nouveau. Ok, je peux être qualifié de souffrant du TDS, le Trump Derangement Syndrome. Moi, je prends tout à fait l'expression. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pas nouveau. C'est pas 2025 là. Moi, Trump, je l'insultais déjà en 2016 pour son premier mandat. Il n'y a pas de problème avec ça. Je le hais. Et c'est pas la personne. J'en ai rien à foutre de la personne. Ça pourrait être n'importe qui d'autre. C'est la position. C'est le rôle de dominateur arbitraire. Est-ce que depuis que Trudeau est parti depuis 3 mois, j'ai continué à faire des colibets sans cesse sur Trudeau? Non. Parce que finalement, Trudeau, c'est juste un tas de viande qui occupe une place illégitime, et maintenant je vais m'occuper de son successeur s'il y en a un qui... Il y en a un qui va se dessiner d'ici 2 semaines. Hein. Les élections au Canada, c'est le 28 avril. Même pas, c'est dans 1 semaine et demie maintenant. Donc on va avoir une nouvelle tronche à cake là, qui va prendre la place de Trudeau. Et puis voilà, la roue tourne avec une autre viande. On s'en fout un petit peu des gens. Personnellement, bon, ok, en tant qu'individu, je trouve qu'il a une responsabilité sur ce qu'il a fait. Il doit rendre l'argent volé, ça, il n'y a pas de problème. Mais quand on a des discussions générales comme ça, c'est plus sur le côté, disons, administratif ou, je ne sais pas comment dire, la position politique qui n'a pas lieu d'être qu'on critique. Parce que s'il n'y avait pas cette position-là, il n'y aurait pas de Trudeau à critiquer, en fait. Je ne sais pas si ça t'évoque ou si ça Oui, t'inspire si, quelque ça chose. m'évoque un horrible jeu de mots, comme tu peux imaginer, qui est que la démocratie a tendance à varier les viandes, puisque tu emploies ce terme-là, Mhm. et que quand même, dans le cas de Trudeau, on était quand même sur de la viande à varier. Ah ouais, à mort. Genre, moi, je le sentais à 200 km de distance, il n'y a pas de problème. Donc, non, mais je continue à avoir un mépris extrêmement profond pour cette personne, mais c'est pas le problème le plus grave, je trouve. C'est que n'importe qui à sa place fait la même merde. Oui, Et oui, c'est donc, ça, c'est pour continuer dans la même logique, c'est la sélection de la variété de viande sélectionne la viande la plus avariée, en fait. C'est ça le. ouais, ouais, Et c'est donc wild of... forcément, un Macron, un Trudeau, un Trump, un Biden, un Zelensky, machin, sont tous des recordman dans la catégorie, chacun à sa façon. Et Oui, ça, c'est c'est la démocratie. C'est la la démocratie, ça. sélection par le pire, telle que l'avait formalisé un petit peu Hayek, je crois, c'était Why the Worst Get on Top.
Oui, ok, oui, ça, mais c'est ça. Je crois que c'est un chapitre de The Road to Serfdom, il me semble. J'avoue que je n'ai pas ouvert ce bouquin, donc. Si, moi, Ok. c'était un de mes premiers, justement, donc je me rappelle un peu, malheureusement. Ça m'a fait prendre le trafic. Oui, mais Trump, comment dire, je n'ai pas envie d'entrer dans les détails quand même, encore une fois, c'est les mêmes trucs. La valse hésitation, je ne sais pas comment le qualifier, sur cette ridicule campagne de tarifs douaniers ou de droits de douane. J'ai cru à un moment donné, tout au début, je me suis dit, tiens, c'est peut-être, c'est une aberration économique, on est bien d'accord, hein. J'ai cru tout au début, pour être honnête, dire ça, c'est peut-être une manœuvre relativement habile pour négocier, pour mettre de la pression et négocier. Je crois même avoir dit ces mots sur ta chaîne. Ouais. C'était sincère, parce que ça paraissait tellement grossier, si tu veux, que quand même, on peut penser ce qu'on veut de Trump, mais il est tout sauf totalement stupide. Donc je me suis dit, bah, quand même, il y a peut-être une manœuvre, une forme d'habileté de négociation là-dedans. Et puis là, le temps a passé et les chiffres ont valsé, et là on arrive à des trucs qui sont totalement ridicules, pour rester poli. Et donc, j'avoue que là, c'est n'importe quoi. D'une part, et ensuite le Doge par ailleurs, qui était parti sur des chapeaux de roue, s'essouffle un peu, j'ai l'impression. Alors attends, il s'essouffle x6, hein, c'est-à-dire que leur chiffre initial, la prétention à l'économie budgétaire, c'était 2000 milliards, et la révision de la semaine, là, c'est 150. Bon, c'est mieux que rien, mais on est quand même Oui, mais non, mais je crois qu'on l'a déjà dit, c'est bien. Enfin, Ah oui, oui. tout milliard pris ou réduit est une bonne chose. Ça, c'est bon. Mais à l'échelle, 150 milliards à l'échelle des 18 000 milliards dont on a déjà parlé, c'est une goutte d'eau, quoi. Donc, ce qui est quand même ce qui me laisse pour le moment circonspect, tu vois, sur les deux, c'est erratique et marginal. Ce n'est pas du tout une fanfare, une érosion, un tsunami, ou plutôt une érosion, comme on veut bien le croire et comme tous les Trump fans le laissent à croire, quoi. Enfin, je veux bien me tromper, mais j'ai pas du tout l'impression, j'ai pas entendu où c'est qu'on a gagné 1000 milliards, où on est passé de 18 000 à ne serait-ce que 17 000 déjà, hein, ne serait-ce que ça. J'ai pas l'impression. Donc, bon. Alors que, et pour finir, si tu me permets, il a un mandat de 4 ans, donc on va nous dire, ah oui, non, mais il a 4 ans pour faire ses preuves. Je ne pense pas, non, justement. Je ne pense pas, quand on se met à couper avec la tronçonneuse, si vraiment on veut couper avec la tronçonneuse, ça doit pouvoir aller vite, parce que on doit fermer les choses. Il n'y a même pas besoin de faire d'audit, on ferme, point. Sinon, c'est pas une tronçonneuse, c'est une ponceuse. C'est ça, un rabot. Ouais, un rabot, ouais. Moi, Pas trop aiguisé, quand même. tu sais, il y a cette vidéo célèbre là, qui tourne depuis pas mal de temps, ça doit faire bien 1 an et demi, où tu as Javier Milei qui fait le tour là, sur le tableau avec les noms des ministères, Ouais. et qui va de son afuera l'un après l'autre. Bon, je suis pas sûr que ça ait réellement pris forme dans la réalité, mais je trouve la symbolique tout à fait intéressante. Ouais. Parce que dans l'absolu, ça devrait effectivement se passer comme ça. C'est, j'ai un ministère de l'éducation, je le ferme, point. Je n'ai même pas besoin de l'auditer. J'ai un USAID, je le ferme, point. Ouais. Aucune nécessité de l'auditer, je le ferme, point. Voilà. J'ai je ne sais pas quel autre ministère, je ferme. Il n'y a même pas besoin d'auditer. Donc ça devrait aller vite et fort. Puis alors, juste pour la cerise sur le gâteau, il avait aussi prétendu, alors bien sûr c'est une aberration parce que c'est pas réaliste rien que sur le plan comptable, mais fermer le fisc américain, l'IRS, il n'en est absolument plus du tout question, absolument du tout, du tout, du tout. Mais ça, on le savait déjà. Mais comment est-ce que vous avez pu croire à un truc pareil, sans déconner? Qui a pu croire une merde aussi monumentale? Je capote. Et alors, la dernière question que je pose, c'est tous ces trucs-là, l'équipe d'en face l'aurait fait, ou aurait pu le faire, ou l'a fait. Je veux dire,
Si ça avait été un des démocrates tant honnis par cette droite américaine qui avait mis des tarifs douaniers, qu'est-ce qu'on aurait entendu comme sirène et ululement d'angoisse et de terreur et d'appel, de cris au socialisme, etc. Pourquoi est-ce que quand Trump fait du socialisme, ça va, c'est de la stratégie, mais quand c'est l'équipe d'en face, ça va plus du tout, quoi. Je comprends pas. Enfin, voilà pour mon TDS qui est, je précise, un PDS, un President Dérangement Syndrome, plutôt qu'un Trump. Ça tombe bien, cette année, c'est Trump, mais t'inquiète pas, dans 5 ans, ça sera pareil avec son successeur. Donc voilà, ne lâchez pas prise, on va tous les haïr jusqu'au bout. Maintenant, pour continuer sur le terrain du pragmatisme et puis de l'analyse, entre guillemets, de ce qui se passe dans le monde réel, j'aimerais qu'on discute 5 minutes du Liberland. Ah, on fait dans la géopolitique, là, je vois, c'est ça. Oui, puisque le Liberland a fêté ses 10 ans. Moi, je reçois les emails, parce qu'à un moment donné, je me suis abonné à leur truc là, quand ça a démarré il y a une dizaine d'années. Donc, j'ai toujours reçu leur email. Je crois même que je suis citoyen. Il me semble que j'ai reçu un jour un email avec un tampon dedans. Il paraît que je suis citoyen du Liberland. Tu as produit un article assez juteux sur Libérali pour parler de cette décennie. Peux-tu nous faire, s'il te plaît, un petit état des lieux et ton appréciation personnelle du projet? Ah ben oui, alors ça commence en 2018. Pourquoi en 2018? Parce que j'ai eu la chance de rencontrer vite le président cette année-là, dans des circonstances, etc. Peu importe. C'est le même depuis? Oui, oui, tout à fait. Oui, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Et j'avais discuté avec lui, j'étais encore très très naïf à l'époque, et j'avais discuté avec lui de ce que moi j'imaginais comme étant le dispositif qu'il fallait mettre en place pour que Liberland puisse devenir structurellement libertarien. Et en quelques mots, si l'idée est très simple, enfin, l'idée de base est très simple, hein, c'est il faut que lui-même et ses comparses organisent une entreprise ou une association, ce qui je pense qu'il a fait d'ailleurs, et qu'ils obtiennent ou qu'ils déclarent leur propriété de c'est un îlot, c'est un isthme, enfin peu importe, du territoire, du terrain, et qu'à partir de cette propriété-là, sur ce claim, hein, ils construisent toute une structure juridique qui leur permette à partir de là de vendre des services de résidence, des services de fiscalité réduite ou pas de fiscalité du tout, des services de création d'entreprise qui permettent de rémunérer, mais surtout qui permettent d'attirer les gens et de faire en sorte qu'effectivement le sens de citoyen Liberland prenne une réalité. Je vais très vite, hein, parce qu'on d'un côté, et surtout de l'autre par ailleurs, il fallait qu'ils pérennisent absolument cette propriété au vu des pays d'à côté, et de manière générale, donc notamment la Croatie et la Serbie qui sont autour, pour que ça devienne pérenne, qu'ils ne soient pas menacés, et qu'à partir de là, ils puissent monter un business, parce que un Liberland, ça doit être un business. Attends, je te coupe, j'aimerais juste que tu me rappelles comment il est vraiment sorti de la Terre, ce truc. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu une erreur de cartographie ou un truc comme ça? Okay. Oui, c'est à la sortie de la guerre des Balkans, là, tu sais, dans les années 90, quand ils ont tracé les frontières. Alors, c'est sur le Danube, hein, mais il doit y avoir un bout. Quand tu regardes, je crois que c'est une espèce d'île ou presqu'île, c'est un triangle, en fait, ça fait 7 km². Ils ont oublié de la carte d'un côté et la carte de l'autre, il y a No Man's Land. Il y a No Man's Land, en fait. Il a eu le nez creux, il a vu l'opportunité à saisir, il s'est engouffré là-dessus, très très bien. Donc j'avais parlé de ça avec lui à l'époque, et j'ai compris qu'en fait, c'était pas du tout monté comme ça et qu'il avait aucune intention de changer quoi que ce soit. Très bien. Donc j'avais déjà annoncé sur un ancien article en 2018 que ça ne pouvait que partir en eau de boudin. Et 7 ans après, on n'a pas beaucoup évolué. Et malgré tout, toi qui reçois comme moi les trucs, je vois depuis quelques temps, ça bouge un peu. Apparemment, ils ont réussi à mettre pied sur le terrain. Donc, il y a des choses positives qui se produisent. Ils ont dû réussir à calmer le jeu entre la Serbie et la Croatie. Donc, il y a des choses qui se passent. Très bien, très bien. Et donc, maintenant, a priori, ils fêtent leurs 10 ans, etc. Bon, premier truc.
Mais après, quand tu regardes ce qu'ils te proposent au bout de 10 ans, ils te proposent de voter pour un Ouais, c'est ça congrès. qui m'a fait rire dans le dernier email, Voilà. justement. Et là, tu te dis, attends. Il y a 7 ans, j'annonçais que le truc allait péricliter, machin. Ça a quand même pas mal périclité. Ça revient, ça renaît. Donc ils ont dû réfléchir, ils ont dû consulter des gens et imaginer un scénario qui leur permette de redevenir à nouveau dynamique et attractif. Tant mieux, jusque-là. Mais la solution pour faire ça, en fait, c'est d'opter pour une démocratie. Ah, mais là, je dis, mais mon grand, mais là, il y a un vrai problème, parce que si un Liberland qui se veut dès le départ être libertarien, c'est explicite depuis le début. Au mieux, c'est minarchiste, mais c'est pas très grave pour le coup. S'il y a souveraineté, c'est pas très grave. Mais là, pour le coup, on part sur une démocratie, pardon. Là, il y a un gros problème. Donc, j'ai trouvé tout à fait truculent le fait que moi je suis pas certainement pas le seul, hein, moi qui avais annoncé que le truc était mal barré il y a 7 ans, 7 ans après il revient, et en fait il revient sous forme de démocratie. Donc décidément, le truc pour moi est mort. Est-ce que ça pourrait être, après ça c'est vraiment de la fiction impersonnelle, mais le résultat de pression des pays autour ou de je sais pas qui dirait on ne veut pas d'une principauté ou d'une monarchie ou je sais pas quoi. Oui. Alors je n'ai pas le fin mot de l'histoire, si tu veux, mais je pense que ce scénario est très probable. Je pense qu'il a dû négocier parce que l'enjeu pour lui de la négociation avec les voisins est de toute façon stratégique. Et il est tout à fait possible qu'ils lui ont dit, écoute, si tu veux pouvoir prendre pied sur son territoire, tu en fais une démocratie et tu arrêtes avec des conneries anarchistes, ou même anarchistes ou autre. Tu fais comme tout le monde, tu en fais une démocratie et tout ira bien. Je pense ce scénario qui est une pure supputation, mais il me paraît tout à fait vraisemblable. Est-ce que c'est une corde à l'arc minarchiste ou Ah non, tous les gens qui nous reprochent notre côté déconnecté de la réalité pour dire bah voilà, ça peut pas se passer comme ça, donc ça peut se passer que comme ça, donc l'anarchie. Non, pas du tout. Ah non, pas du tout, parce que alors on peut toujours théoriser, mais j'aurais été à sa place, j'aurais pas fait ça du tout comme ça. J'aurais monté un mécanisme financier, juridique et financier comme je l'indique, et pour être sûr, ou en tout cas réduire les risques d'être emmerdé par mes voisins, j'aurais été voir les maires des communes environnantes en tant qu'individus, hein, des gens suffisamment influents dans le voisinage pour choisir de ne pas venir m'emmerder. Et je les aurais impliqués dans le truc, je leur aurais donné des parts à titre perso dans le montage, de manière à ce qu'ils aient un intérêt à ne pas venir emmerder un truc dont ils profitent eux-mêmes, si tu veux. J'aurais fait de la diplomatie démocratique, j'aurais fait de la corruption, mais on fout faire la corruption. Ouais. Juste pour, et il y a peut-être d'autres solutions que celle-là, mais je veux dire, il y avait des solutions, il fallait corrompre les barons, on va dire, aux alentours, de manière à ce qu'ils se mettent qui contribuent à la protection. Et qu'ils acceptent de laisser faire un montage qui soit réellement libertarien. Voilà. Juste pour dire qu'il y avait d'autres solutions. Alors, j'ai envie d'explorer avec toi 5 minutes cette possibilité-là. Imaginons justement que ça se passe d'une façon similaire à ce que tu dis, avec des liens et des contrats établis avec les communes autour, les maires des communes. J'ai pas dit ça. Okay. Je pense plus à des dessous de table qu'à des contrats, si tu veux. Mais bon, des contrats. Pardon, excuse-moi, c'est moi qui ai été trop rapide. Des contrats avec les individus, mais pas avec les communes. Non, d'accord, ça je comprends, oui. Mais justement, le Liberland a déjà subi, il y a quelques années, la visite de la police de je ne sais plus quel pays autour pour démonter ce qu'ils avaient monté, c'est-à-dire qu'ils ont viré toutes les constructions de force, donc ça doit faire partie des pressions qu'ils subissent au Liberland. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que des contrats, ou disons même des dessous de table avec les notables alentours auraient pu faire ou auraient pu proposer comme protection vis-à-vis d'une décision qui viendrait peut-être d'un niveau plus haut, au niveau politique, tu vois, du niveau national? Rien du tout. Tu peux pas établir de relations contractuelles avec des États ou avec des entités étatiques. Tu peux imaginer des traités, mais pour pouvoir traiter, il faut déjà être reconnu. Tu ne peux pas fonder des relations diplomatiques
sur, comment dire, sur des choses qui relèvent du commerce. Tu peux le faire avec les individus. C'est pour ça que je pense que il y a plus de chances à le faire avec. Mais avec au niveau des institutions, ça n'a strictement aucun sens. Tu peux dire, je vais passer un contrat qui serait un traité avec mes voisins, alors que tu cherches justement à te faire établir comme étant un de leurs voisins. Ça n'a pas de sens. Donc il faut obtenir la reconnaissance par le biais des individus. C'est de la, c'est de la corruption. C'est-à-dire, c'est comme si chez toi, je sais rien moi, la Gaspésie demandait à être indépendante, et pour demander à être indépendante, ils allaient graisser la patte à Montréal, graisser la patte au Labrador, à Chicoutimi, etc., pour juste que les mecs disent « Ah oui, 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 on reconnaît que la Gaspésie est indépendante. » Mais admettons que ça se passe comme ça. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement de Québec ou le gouvernement fédéral d'Ottawa, pour prendre ton exemple, de dire bah, nous on s'en fout de vos trucs là, et puis si vous le faites, nous on envoie l'armée? Ah, rien du tout. Rien. C'est juste les jeux d'influence. Si tu as un politicien dans la place qui a mis des billes dans l'affaire, il va être incité à titre personnel à prendre une option, à primer ça. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut faire un distinguo entre justement l'individu et l'influence que l'individu va avoir. Ouais, donc c'est un travail de PR finalement pour trouver les bonnes personnes et puis bien sûr. leur bien proposer sûr. des liens qui les alors, intéressent. oui. Alors il y a peut-être d'autres scénarios. Hein. Je sais pas, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne peut pas être un scénario, comment dire, de géopolitique standard, puisque par définition, ils cherchent à se faire reconnaître. Et la seule façon de faire ça, c'est de corrompre au sens dessous de table les individus qui sont en position de pouvoir, ou en tout cas certains, pour obtenir une décision, cette fois-ci, qui est une décision diplomatique. Enfin, moi, en tout cas, je fais comme ça. Il y a certainement d'autres variantes, hein, mais c'est une façon de faire, de manière à ce que la volonté d'agressivité qui vient de ces gens-là soit atténuée. De toute façon, il y a un autre mécanisme, mais qui est le même, qui est quelque part, c'est de les faire investir, c'est-à-dire de faire en sorte, comme la Suisse ou le Liechtenstein, de faire en sorte qu'il y ait un poids économique ou des intérêts économiques en jeu d'ores et déjà dans le truc, qui fasse que personne n'a intérêt à venir emmerder les gens qui sont concernés. Mais ça relève de la même démarche, si tu veux. C'est la stratégie que moi j'aurais fait pour Liberland, c'est une stratégie à deux niveaux. C'est mouiller les voisins pour qu'ils n'aient pas envie de m'emmerder et faire venir des investisseurs puissants, économiquement puissants, pour que là aussi il y ait une dissuasion. Il n'y a que la dissuasion qui fonctionne. Il n'y a que la dissuasion. Oui, parce que j'allais dire, dans ce genre de scénario, je ne vois dans mon imagination limitée que deux options. C'est soit ce que tu viens de proposer, ou une variante 2, soit, pour une raison X, on a une armée de Terminator et puis on arrive à se défendre, quoi. Je vois pas tout à fait. Troisième voie, quoi. Mais tout à fait, sauf que la deuxième, ils n'ont pas les moyens économiques aujourd'hui. C'est pas ça. Donc, je vois que la première. Mais il y a tout un tas sûrement de variantes, et ce n'est pas forcément facile. Je dis pas ça. Oui. Mais le boulot de Vite, pour moi, il était très clairement, une fois qu'il a eu son truc, il devait travailler sur 3 axes. Le premier, c'est mettre en place une structure juridique qui permette justement de construire dessus un système juridique libertarien, premier point. Deuxièmement, négocier sa propre sécurité par les mécanismes qu'on vient de dire ensemble. Voilà. Le troisième, c'est cette fois-ci obtenir la reconnaissance internationale, au moins chez les libertariens, justement pour attirer de la puissance économique et se mettre dans une situation économique comparable au Liechtenstein. C'est-à-dire, à partir du moment où il y aura eu un certain nombre de milliards investis dans le Liberland, on va commencer à réfléchir avant de venir l'emmerder. C'était ces trois trucs qu'il fallait faire. Je ne vois pas, mais je ne suis pas au courant de tout. En tout cas, il ne donne aucun signal tangible d'avoir travaillé sur ces trois. Aucun, je précise bien, aucun de ces trois axes. Aucun. Est-ce que tu penses que c'est ce genre de méthode ou de processus qui a permis justement au Liechtenstein, Andorre, Monaco, ce genre de principauté là, de résister, enfin, en tout cas d'être pérenne? Bien sûr. Bah oui, bien sûr.
Alors les histoires sont pas les mêmes parce qu'il y a des antécédents. Liberland est un truc qui est créé de rien, donc l'histoire est différente. Mais il est évident que le Liechtenstein survit et se maintient par la diplomatie et le fait de mouiller économiquement ses voisins, ça paraît évident. Quand tu lis le bouquin de Hans Adam II, il le dit de manière très claire. Et cela depuis, c'est dans la tradition, parce que c'est comme ça qu'ils se protègent. Andorre doit avoir des trucs comparables. Andorre a plus d'une défense géographique, parce que Andorre est protégé par un col à 2400 mètres. Oui, mais enfin bon, ça prend un peloton de gendarmes et puis c'est fini, quoi. Oui, tout à fait. Donc, j'avoue, je connais moins bien l'histoire, sincèrement, d'Andorre, bien alors que j'étais toulousain. Mais forcément que ces gens-là travaillent sur ces trucs-là. Faudrait regarder Saint-Marin, mais je pense que ça doit être comparable. Qu'est-ce qu'un petit territoire, qu'est-ce qu'il a pour lui? Il a la puissance économique, avant tout. S'il n'a pas les moyens économiques il peut avoir la bombe atomique. On peut peut-être voilà, les petites bombes nucléaires récréatives. Tout à fait. Tout à fait. Bon. Mais historiquement, qu'est-ce qui peut les protéger? L'environnement géographique ou alors l'attractivité économique qui fait qu'il y a trop d'enjeux en jeu pour que les méchants aient envie de venir taper dessus parce qu'ils ont trop à perdre dessus. C'est ça, je crois, qui est l'ancrage essentiel de faire le distinguo entre l'intérêt des individus et l'intérêt du rôle par rapport au rôle politique qu'ils tiennent. C'est ça le truc. Alors là, justement, je viens de repenser à un truc à propos d'Andorre, ça m'a intrigué, et je suis sur la page Wikipédia. Je trouve ça très intéressant parce que tu parlais d'impliquer justement des gens à l'extérieur. Et là, c'est la co-suzeraineté d'Andorre qui me... C'est très particulier le Andorre. Qui m'intrigue, donc je voulais vérifier, effectivement, c'est le cas, donc je vais partager vite fait le... C'est une suzeraineté entre le roi de France, qui est devenu le président de la République, et je crois que c'est un cardinal de Barcelone ou quelque chose comme ça. Donc, en catalan, il y a deux chefs d'État distincts qui sont à la tête d'Andorre. Et typiquement, c'est la France et l'Espagne, donc le président de la République française et l'évêque d'Urgell, qui sont à tour de rôle à la tête d'Andorre. Donc j'imagine qu'il doit y avoir des grosses magouilles là-dedans, mais en fait, ça protège la principauté d'Andorre, ou je ne sais pas si on dit principauté d'ailleurs. C'est une principauté, oui. Ah si, oui, principauté établie en 1278 en plus, c'est pas un truc de l'année dernière, quoi, tu vois. Non, mais oui, parce que géographiquement, c'est une enclave, c'est un cirque. Quand tu regardes comment c'est fichu, du côté français, il y a un col très très haut, et du côté espagnol, il y a une vallée qui remonte, qui est très étroite, c'est un cirque. Donc en ce moment, votre ami Manu, il est co-prince d'Andorre. Ça va effectivement le dissuader d'envoyer les gendarmes pour récupérer le truc parce que ça ferait mauvais effet, je pense. D'ailleurs, en règle générale, c'est ce qu'on dit. C'est que la plupart de ces petits pays ou même tous, en fait, s'ils résistent, s'ils existent encore, c'est parce que une opération militaire pour s'en emparer aurait un effet désastreux sur le plan de la communication internationale. Bien sûr. Je pense qu'en Europe, parmi ce que je connais, et je peux me tromper, mais je pense que la caricature du sujet, c'est Saint-Marin, qui est au milieu de l'Italie. Parce que par contre, Saint-Marin n'est pas spécialement protégé du point de vue géographique. C'est l'Italie centrale est très vallonnée, etc. Mais c'est pas les Pyrénées, quoi, ni les Alpes. Et c'est assez petit, donc je pense que ça va être assez facilement prenable, s'il faut vraiment. Mais néanmoins, personne ne le prend. Bah écoute, ça fait un bon tour de la question, je te remercie. Quand même, si tu permets, la conclusion pour le Liberland, c'est là, à mon sens, et je ne demande qu'à me tromper, vraiment, sincèrement. Ça serait une belle chose que le Liberland puisse rebondir. Je le souhaite sincèrement, mais je constate, là, au bout de 10 ans, on accouche d'une démocratie, c'est la pire des choses qui pouvaient arriver. Mais moi, ce qui me déçoit vraiment, outre que c'est une démocratie qui s'annonce là et qui en plus nous envoie des emails à nous, enfin bref, je suis senti relativement désarçonné
quand on a proposé de voter au Liberland, mais bref. Ce que je veux dire, c'est que entre-temps, on a parlé de Titus Gebel et de ce genre de personnes qui ont des projets concrets, d'ailleurs, de villes privées, et qui fonctionneraient exactement, ou qui, disons, qui germeraient sur le modèle que tu as proposé il y a quelques minutes. Oui. Et apparemment, au Liberland, ils s'en inspirent pas du tout. C'est ça, c'est la bonne réflexion, c'est ça. C'est ça. C'est ça qui est quand même nouveau là, et puis qu'on n'en avait jamais entendu parler. C'est ça qui est assez surprenant, enfin vous ne savez pas. Je suis intimement convaincu que vite, je mets son nom, en fait, s'en fiche complètement. Le seul truc qui l'intéresse, c'est de faire fortune, c'est tout. Ah ok, ouais, ce serait... Ok. Bon, après, moi, je suis pas dans sa tête, je le connais pas, je l'ai jamais rencontré, je porterai pas de jugement, mais oui, c'est possible. Tu crois que ça va lui rapporter quelque chose finalement? Parce que qu'est-ce qu'il espère vraiment sur ce plan-là? Ah, s'il peut finir avec sa démocratie, s'il peut finir par produire des, Ah oui, d'accord. non, mais Non. d'une niche fiscale, s'il peut y avoir un paradis fiscal, tu vois, au milieu de l'Europe, je dis n'importe quoi, un paradis fiscal qui fasse à 15%. Bah, il y a plein de fric à faire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Remarque, c'est déjà ça de prix. Hein. Si tu peux aller au Liberland, qui est pas très loin de la France, pour faire domicilier ton entreprise, vas-y. Hein. Très bien. Quoi. Exactement. L'occasion. Parce que je suppose que le Luxembourg aussi, c'est une démocratie. Et puis, bien sûr. Oui, mais là, c'est une démocratie plus classique, avec des chambres, machin. Oui. Parce que déjà là-bas, c'est intéressant, apparemment, sur le plan fiscal au Luxembourg. Oui, mais pour les mêmes raisons. S'ils font pas ça, ils n'ont aucune attractivité. Donc en fait, peut-être que même si c'est une démocratie, c'est quand même une bonne idée, et puis que ça permettrait d'espérer des fissures dans le monstre européen. Mais là, tu es en train, là, tu me fais du libéral moyen, là, si tu me permets. Oui, Hein, oui. Je te pique un peu, là. Je te cherche. Tu vois qu'on y arrive par la voie de la politique. Je comprends. Mais ça, alors, clairement, le Liberland, dans ces cas-là, serait un progrès fiscalement, effectivement, oui, bien sûr. Mais ça ne serait plus le Liberland. Non, ce serait le mini-Taxland, quoi. C'est ça. À propos de taxes, je te propose de switcher directement sans transition sur notre deuxième sujet pour revenir un petit peu sur la propriété intellectuelle. Il y a un sujet qu'on n'a pas vraiment abordé avec Olivier Armbruster la dernière fois, c'est celui du manque à gagner. Et je le regrette un peu parce que c'était souvent l'argument qu'on nous opposait dans les discussions de café à propos de ça, que si les artistes, les innovateurs en général ne sont pas protégés par une législation de type propriété intellectuelle, ils vont se retrouver sans revenus ou avoir des revenus plus faibles du fait qu'ils n'ont plus cette rente légale, quoi. Ce à quoi je réponds, bah non, déjà. Il y a plein de gens qui font encore beaucoup d'argent sans recourir à ce genre de stratagème. Ah, si tu permets, c'est une mauvaise réponse. Si tu permets, mais si tu as raison, c'est pas la bonne. Tu réponds à une autre question. Là, tu es sorti du manque à gagner. Là, tu es en train de dire qui est manque à gagner ou pas. Il y a d'autres façons de gagner sa vie, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Non, c'est vrai. Mais ce que je voulais dire simplement, c'est que le manque à gagner, c'est pas un dû, c'est pas un droit. Donc, la question c'est ça. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est sur ça qu'il faut appuyer. Le manque à gagner, il n'y a aucun revenu qui est un dû. Aucun revenu n'est jamais un dû. Sauf celui qui a été convenu et contracté, évidemment. Mais a priori, le potentiel de revenu n'est jamais un dû. Jamais. En aucune façon. Donc, dans le cas où j'écris une chanson super et puis que, par exemple, toi, tu me la copies, tu t'en fais ta propre version, ou même simplement, tu la dupliques bit par bit parce que tu as téléchargé et toi, tu la marketes d'une certaine manière qui la rend très populaire et qui te fait gagner des millions, bah, tu me dois rien, ni sur le plan du droit, ni sur le plan de la morale. Enfin, peut-être de la morale, ça se discuterait, mais sur le plan du droit... Même pas. Je crois qu'on en avait parlé quand on avait fait la vidéo sur propriété intellectuelle. Là, ce que je pense que tous ces gens ne voient pas, c'est qu'ils confondent création et production avec vente. Et que, en fait, dans le monde qui est le nôtre, ce sont ceux qui vendent
comment dire, qui crée la richesse. La richesse se fait. Ça c'est très compliqué. Tiens, bonjour les bitcoiners au passage. Ce n'est jamais la production et la dépense d'énergie qui fait la richesse, c'est la vente. Donc, ça s'appelle des coûts, hein, sinon. Ça s'appelle oui, pas de la voilà, valeur. c'est ça, c'est des coûts. Donc, moi, tu vois, je peux produire un bouquin, parce que j'ai produit des bouquins, j'en vends pas beaucoup, mais je pleure pas. Si je voulais en vendre plus, il faudrait que je me sorte les doigts pour en vendre, pour en faire la promotion et en vendre. Je parle de mes propres bouquins, tu vois, comme ça, je suis tranquille. Voilà. Si je vends pas assez de bouquins à mon goût, j'ai qu'à me sortir les doigts du machin pour faire du marketing et vendre. Donc, dans la profession d'écrivain, il faut être capable d'écrire, il faut être capable de produire, imprimer, il faut être capable de distribuer, parce que si on ne sait pas distribuer, il n'y a pas de bouquin, et il faut savoir promouvoir et vendre. Et ceux qui gagnent du fric sont ceux qui ont été capables de distribuer et vendre, pas ceux qui ont été capables de produire. C'est facile de produire, surtout des bouquins. Donc, je pense que c'est là qu'est le truc, c'est la propriété intellectuelle tente de protéger les producteurs, mais c'est parfaitement injuste. Ce sont les vendeurs qui méritent la richesse. Et là, toute la différence que tu évoques, ce sont le manque à gagner, c'est un faux problème, c'est juste le succès de gens qui ont réussi à vendre ce que d'autres n'ont pas réussi à vendre. C'est tout. Et alors, je confirme. Et perso, oui, tout à fait. Et perso, j'aurais aucun problème, tu vois, si demain, il y avait un éditeur plus performant que moi, je sais pas quoi avec ça, qui venait me voir et qui disait, Stéphane, votre bouquin, il m'intéresse. Aujourd'hui, vous n'en vendez pas beaucoup, mais je pense que vous allez être capable d'en vendre, allez, 1 million, je n'importe quoi, hein, mais je vous accorde les copyrights 5%, mais voilà, c'est pour moi. Bah, ok. Oui, mais alors justement, qu'est-ce que tu dirais s'il le faisait sans t'en parler? Et là, je parle plus de droit, je parle de moral. Alors, tout à fait, je comprends. En l'espèce, je serais néanmoins ravi, puisque de toute façon, ce que j'écris, c'est pour être diffusé. Et je perdrais rien dans l'histoire. Au contraire, il y aurait tout un tas de gens qui découvriraient mes bouquins et mon nom, qui probablement viendraient me voir pour dire « Ah Stéphane, est-ce que vous pourriez écrire un autre bouquin? Ah Stéphane, j'aimerais que vous relisiez mon bouquin. » Ça m'arrive déjà, ça, tu vois. Donc, j'aurais en fait forcément une réputation bien supérieure à celle que j'ai aujourd'hui. Et donc, il y aurait forcément plein de gens qui viendraient me voir pour écrire, critiquer, relire, que sais-je. Aujourd'hui, je reçois des ouvrages en tant qu'éditeur, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, ce qui montre bien que le phénomène de réputation joue, et il jouerait encore plus si je touchais 1 million de personnes au lieu de quelques milliers. C'est évident. Donc, non, c'est le truc du manque à gagner, c'est une totale mécompréhension du phénomène, du processus entre créer, produire, distribuer, vendre. Et je confirme que le pire, c'est la dernière étape. C'est le plus difficile. C'est le plus dur, bien sûr. Quand j'étais jeune, j'avais évidemment, comme beaucoup de gens, un certain mépris pour les vendeurs et puis tous les colibets qui vont avec, enfin en tout cas les caricatures. Mais maintenant que mon grand âge m'a fait traverser la vie, que ce soit sur le plan artistique ou sur le plan professionnel, parce que moi, dans les deux cas, je suis à la base d'une création, je vois bien que créer les choses, alors ça, moi, j'ai aucun problème. Mais après, quand je dois les vendre, c'est l'enfer. C'est l'enfer, à cause de la concurrence, à cause de plein de trucs. Et donc, le mérite revient énormément aux gens qui arrivent à vendre des choses. Parce que faire quelque chose qui fonctionne, un bon logiciel ou un bon album de musique ou un bon livre, c'est relativement, entre guillemets, facile. Ça prend du temps, ça prend du talent, ça prend de l'énergie. Mais une fois que tu les as, il n'y a plus grand mystère, quoi. Je veux dire, tu me permets de prendre un cas concret qu'on connaît toi et moi et qui est exactement dans l'esprit. C'est l'été dernier, je pense, qu'on a fait ensemble, moi en parole et toi avec de la musique, oui. On va dire automatisée. Noir. Voilà. On a fait une série on a fait un album, on va dire, en gros. On en a. Ça nous a pas pris un temps énorme. Je veux dire, franchement, le travail qu'on a mis, il se mesure en heures. Okay. En jour tout au plus, quoi. Ouais. Ça existe, c'est disponible, etc. Bon,
Ça n'a pas été diffusé parce qu'encore une fois, on n'a pas mis l'énergie ou l'effort qu'il fallait pour que ça se diffuse. Et que c'est avant tout aujourd'hui, c'est ça qui fait toute la différence. La production, elle est faite, elle est reproductible à l'infini. Pour autant, tant qu'on ne fera pas un effort de vente, ça n'ira pas plus loin. D'ailleurs, pour moi qui fais aussi de la musique en groupe avec des guitares et des gens, etc., aujourd'hui, justement, j'ai reçu un contrat pour un album pour mon groupe. Et c'est 10% maximum. C'est-à-dire que la compagnie de disques nous propose, quand ils vont imprimer des vinyles, ils vont nous en donner 10% en physique, ils vont même pas nous donner d'argent. Pour les CD, ils vont nous donner 75$ sur 500, donc c'est un peu plus de 10%, et des trucs comme ça, quoi. Mmh. Et oui, moi, ça me convient très bien, et d'ailleurs, je trouve que c'est un peu au-delà de ce à quoi je m'attendais, des normes que je connais un peu dans ce milieu-là, parce que je vois bien l'enfer que c'est. Moi-même, j'en ai produit moi-même des CD en tant que producteur, vendeur, etc., avec catalogue sur Internet, et gna gna gna, et faire les paquets, les colis, les machins. C'est un boulot énorme. Et c'est clair que l'artiste, lui, une fois qu'il a produit son album, bah, quelque part, il a juste le beau rôle, quoi, le beau côté des choses, parce que c'est vrai que c'est extrêmement le fun. J'adore faire de la musique, composer des trucs, faire des pochettes, des paroles, tout ce que tu veux. Ça, c'est le côté jeu. Je joue à être un artiste, j'adore ça. Mais après, quand je dois jouer à être un vendeur, bah non. Moi, je préfère donner 90% du revenu à quelqu'un qui va se taper le boulot de merde de faire les colis et puis de faire la promotion sur Internet et dans les magazines. Voilà, quoi. Et là, effectivement, il y a un contrat. Mais encore une fois, si cette entreprise avait été tombée sur notre album et l'avait sorti sans nous le demander, j'aurais été un petit peu offusqué qu'on ne nous en parle pas. Oui, mais un peu relations sociales et puis bienséance. Non, mais c'est vrai que ça serait, comment dire, malvenu, cavalier, Voilà. outrancier, certes. Mais encore une fois, je reprends mon exemple. Un de mes bouquins, tout d'un coup, qui est vendu à 1 million d'exemplaires, oui, effectivement, ça me ferait quelque part râler en disant, mais en même temps, ça ne me coûte rien, pour revenir à ton manque à gagner, ça ne me coûte rien, et je suis sûr qu'il y aurait des retombées positives telles que je l'ai exprimé. Donc le bilan, malgré tout, serait positif, j'en suis certain. Alors maintenant, juste pour finir sur ce point précis du droit d'auteur, une petite bifurcation sur la contrefaçon. On en a déjà parlé, mais j'aimerais bien revenir dessus 5 minutes. Maintenant, imagine que ton fameux livre, on enlève Stéphane Gers comme auteur et on met dessus François Dupont. Donc François Dupont, lui, il fait croire qu'il a écrit ce livre alors que c'est pas vrai. Je vais te proposer comment moi je vois la chose et tu me diras ce que tu en penses. Là, j'estime que c'est les gens qui achètent le livre qui sont trompés et qui achètent quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Et s'il y avait un litige à régler, ce serait entre le vendeur du livre et l'acheteur du livre, mais pas entre le vendeur du livre et toi, qui a été finalement parodié, disons plagié. Oui, mais je pense qu'il y a un autre scénario et je vais revenir à des choses qu'on a déjà discutées ensemble. Encore une fois, la grande différence qu'il y a entre le monde matériel et le monde non matériel, c'est que d'un côté, il y a de la propriété, de l'autre côté, il y a de la fraude. On peut parler de fraude. Là, on aurait affaire à de la fraude. C'est-à-dire, effectivement, le lecteur est trompé, tu as raison, mais moi, je serais quand même floué, ne serait-ce qu'en termes d'intégrité de l'œuvre et en termes d'image, parce que t'en profiterais plus finalement de ça à titre personnel. C'est ça. Pour le coup, tout le bénéfice dont j'ai parlé tout à l'heure, je le perdrais. Et je le perdrais pour des raisons de fraude. Donc, je pense que dans ce cas-là, on pourrait néanmoins attaquer, ou je serais en droit légitime d'attaquer, d'accord, mais pas pour des raisons de propriété intellectuelle, c'est ça qui est important, mais pour des raisons de non-intégrité, de perte d'intégrité, donc de fraude, ce qui n'est pas pareil. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que tu pourrais réclamer ? La diffusion d'une œuvre dont je peux montrer que j'en suis l'auteur, mais qui pour autant a été altérée. Je ne revendique...
La revendication n'est pas une revendication de propriété, la revendication n'est pas non plus une revendication au revenu, c'est une revendication à l'intégrité, c'est-à-dire vous copiez, mais dans ce cas-là, copiez, mais n'altérez pas. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que on a repris mot pour mot ton livre. C'est vraiment sans altération, sauf le nom de l'auteur. J'ai bien compris. Donc dans ce cas-là, je peux facilement prouver que c'est le même que le mien. C'est pas très compliqué, hein, un diff entre les deux. D'accord. Donc, encore une fois, c'est pas un problème de propriété, c'est un problème d'intégrité. Et donc, si tu attaques devant un arbitre, j'attaque pour raison de fraude manifeste et donc revendication. Pareil, on va revenir à, écoutez, je vous demande rien, je vous demande juste de revenir à l'œuvre originale. Voilà. Donc là, est-ce que le droit naturel permettrait d'interférer avec cette production frauduleuse, soit pour l'empêcher, soit pour le forcer à mettre ton nom dessus? Qu'est-ce qui se passerait? Dès qu'on est dans de la fraude, on est... faudrait que je retrouve les termes exacts, que d'ailleurs Hope exprime là-dessus. On n'est plus dans de la... C'est une très bonne question, ça. C'est toute l'ambiguïté qu'il y a sur ce point. C'est plus du droit naturel au sens classique, c'est pas de la violation de propriété, c'est pas de l'agression, etc. C'est de la... On est dans l'abus de confiance, en fait, au sens général. C'est plus du tout les mêmes clauses. Faudra que... Demande-moi, il y a dans Ethics and Economics of Private Property, il y a un truc très précis là-dessus, un endroit bah tiens, je vais essayer de le où il fait justement la différence entre fraude et agression. Et ce point, il y a tout un chapitre sur notamment comment dire, est-ce que ça va sortir, hein, le fiat. Pas la propriété intellectuelle, mais le fiat. Et justement, où il évoque la différence entre la propriété, entre ce qui fait de la propriété et ce qui fait de la fraude. Il faut que je retrouve ça. Mais on est dans ce point-là. On n'est plus dans des termes de droit naturel strict. On est dans des problèmes qu'on est de... Tu sais, c'est le même domaine que le mauvais voisin. Okay. On viole les termes de la communauté. On sait pas, et non plus la propriété privée. Est-ce que tu vois là, Oui, tout à fait. Bah, c'est le physical removal où finalement on va essayer de détacher des gens de manière passive. Exactement. C'est exactement du même niveau. Tout à fait. Mais alors, on n'a pas besoin de passer devant un arbitre pour ça, ou alors juste pour qu'il reconnaisse. Non, on n'a pas besoin, non. Il faut. Enfin, l'arbitre. Tout à l'heure. Comment? Tu parlais d'attaquer tout à l'heure, enfin d'attaquer en justice. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même qu'il y a un différent. Il y a quand même un différent à gérer. Il y a quand même un différent à gérer d'une manière ou d'une autre. Tu peux commencer par négocier. Pas de souci. C'est ça. Tu lui dis, file-moi la moitié, ou mets mon nom, ou enfin, tu sais. Voilà. Mais ça, c'est comme n'importe quelle procédure juridique dans le monde libre. Tu commences par négocier. Après, si tu t'entends pas, tu vas chercher un arbitre. C'est comme ça que ça se passe. Et donc là, si on ne s'entend pas avec l'histoire de l'usurpation de nom, en fait, ce que ça permet de faire, c'est, je sais pas moi, une campagne de boycott ou... Oui, par exemple. Mais même d'aller chercher un médiateur, hein, tout simplement. Pas se prendre la tête. Hein. Okay. C'est pas parce que... Enfin, on va le dire différemment. L'agression, donc la violation de propriété, est la règle de base qui fait le crime, mais c'est pas la seule cause qui peut amener à un différend et à une négociation. Ah non, ça d'accord. Mais il faut quand même qu'il y ait crime pour qu'il y ait réparation, parce que dans ce cas-là, la propriété doit être... quand il y a un crime, il y a oui, mais tu changes... Oui, mais tu changes le vocabulaire. Là, je vais pas sur la fraude. Je suis pas sur le même truc que le crime, tu vois. J'ai néanmoins un argumentaire pour avoir un différend et pour négocier. Ok. Et l'enjeu, tu l'as dit toi-même, l'enjeu qui est derrière, c'est bien un enjeu de réputation. On a changé on a changé de registre. On n'est plus dans le crime. On est dans le dans l'arrangement social entre personnes. Quoi. Oui, c'est ça. En gros, ce serait, si tu le fais pas, moi, je te balance une campagne de boycott dans la presse ou quelque chose, ou je fais des articles sur toi, et un truc comme ça. Ce genre de choses. Okay.
comment est-ce qu'on peut passer de ce genre de problématique à celle qu'on avait évoquée en privé sur les logiciels justement et la qualité logicielle qui a l'air de se dégrader plus ou moins. En tout cas, moi, je souffre énormément parce que quand je fais nos vidéos et après je les monte, je mets un générique à la fin, etc., j'utilise un logiciel de montage et je ne plaisante pas. Je fais ça 1 à 2 fois par semaine selon le rythme de nos vidéos. Et en général, à chaque fois, disons au moins 1 fois par semaine, j'ai une mise à jour. Je trouve ça Oui. scandaleux. Moi, là, alors après, dans l'environnement professionnel où je suis, alors c'est un peu particulier parce que c'est aussi une décision de l'entreprise, mais derrière, il y a les décisions des éditeurs. Ça m'arrive d'avoir faire des mises à jour, parfois 2 fois par jour. En tout cas, 1 fois par semaine, c'est régulièrement. Ce qui est quand même perturbant parce que chaque fois que tu es dans un boulot pro et tu dois t'arrêter, tu dois perdre un bon quart d'heure si c'est pas, alors que tu dois bosser, quoi. Donc c'est quand même pénalisant. Ben, le lien est encore un lien de propriété intellectuelle, si tu veux. Pour schématiser, on va voir tous les informaticiens sur le dos, c'est pas grave. Pour schématiser, oui, on a l'habitude. Pour une fois, ça ne sera pas les bitcoiners. Dans le monde aujourd'hui, il y a très grosso merdo 2 mondes logiciels et 2 caractéristiques en termes de choix logiciel. Il y en a 3 si tu mets tout ce qui est SaaS. Bon, on va dire 3. Il y a tout ce qui est à base de Linux ou d'équivalent de Linux. Il y a tout ce qui est équivalent à du Microsoft, mais il n'y a pas que Microsoft. Hein. Donc tous les logiciels. Tout ce qui tourne sur Microsoft et sur Apple, en gros, quoi. Oui. Oui. Il y en a d'autres, mais pas forcément. OS, ouais, non, mais il y en a d'autres qui se mettent à jour de manière transparente, je pense. Tu vois, des trucs comme Telegram, ça se met à jour plus ou moins tout seul. Enfin, il y a des trucs qui se mettent à jour tout seul. Mais on va prendre Microsoft pour caricature parce que tout le monde connaît, tout le monde a un PC et tout le monde subit les mises à jour régulièrement. Et puis donc j'évoquais, mais pour l'évacuer, tous les logiciels en SaaS. Donc les logiciels en SaaS, c'est ceux qui sont sur Internet, où on n'installe rien du tout, on va sur un site et puis le logiciel il est derrière, donc on voit rien. Là, les mises à jour, on s'en fout. Bon. Alors que dans les autres cas, le logiciel reste sur la machine en local, c'est ça la différence. Les trucs en Linux, il peut y avoir des mises à jour, on peut proposer des upgrades, des améliorations, etc. Mais ce n'est jamais obligatoire. Une fois que tu installes un Linux et que tu as un système qui tourne dessus, il peut tourner pendant des années sans bouger. Et c'est d'ailleurs une raison pour laquelle ces trucs-là sont pris, c'est que en termes de fiabilité, de stabilité, et notamment dans des environnements industriels ou professionnels, c'est extrêmement précieux, puisqu'une fois que ça tourne forever. Bon. D'ailleurs, je te coupe 3 secondes juste pour souligner que Linux et compagnie, c'est de l'open source. Ce sont des logiciels libres de droit. Et pourtant, il y a une activité économique phénoménale autour de ça. Donc, il n'y a aucun besoin de propriété intellectuelle pour que ça tourne et que des gens fassent de l'argent. Oui. Et les plus gros environnements informatiques professionnels sont des systèmes à base de Linux, en premier. Ce qui montre bien que, encore une fois, c'est un environnement logiciel qui remonte à Unix derrière, en fait. C'est une adaptation à l'architecture des PC de ce qui vient d'Unix des années 70. Donc, on parle d'un truc qui est très, très stable et qui, effectivement, qui est libre de droit. Et parce que c'est libre de droit, c'est le point qui est, parce que c'est libre de droit, il n'y a pas un propriétaire qui peut décider tout d'un coup de passer des licences, des contrats, et qui peut imposer des mises à jour à ses clients. Alors, passons sur Microsoft, mais Apple pareil, hein, peu importe le truc. Là, le modèle est totalement différent. On est sur un modèle propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle revendiquée fait que il y a un droit d'usage qui est exigé des clients. Ce droit d'usage, il est négocié, il donne lieu à des contrats avec des engagements de service. Je te fais payer une licence pour pouvoir utiliser ton logiciel
La monnaie d'échange, c'est que s'il y a des bugs, il y a des trous de sécurité et s'il y a des améliorations dont tu peux profiter, je m'engage, s'il y a des trous de sécurité, à les corriger, mais pour ce faire, il faut pouvoir faire des mises à jour et tu t'engages à mettre les mises à jour, sinon tu ne peux pas m'imposer que je suis responsable. Donc on tombe sur un système qui, soit au titre des mises à jour, des enrichissements fonctionnels, soit au titre de correction de bugs et de trous de sécurité, passe son temps à venir te faire des mises à jour et tu changes en permanence et tu es interrompu en permanence. Le système s'arrête, tu dois redémarrer et c'est totalement imprévisible. Tu peux éventuellement refuser pendant un certain temps, etc. Mais tu ne sais jamais quand ça va t'arriver. De manière générale, tu ne peux pas savoir. Et tu n'as aucun contrôle. Le Pékin moyen que nous sommes, moi j'ai un PC là, machin, j'ai des mises à jour, je peux les couper, très bien, mais dans ce cas-là, je renonce à... si j'ai un trou de sécurité, je dois renoncer et je ne peux pas me retourner vers Microsoft. Alors qu'ils sont propriétaires. Alors qu'ils sont propriétaires et qui donc... Et ça c'est le point pour moi le plus important. Ils sont propriétaires, donc ils devraient être responsables. Eh bien non. Parce que c'est pas toi, parce que l'usage c'est toi qui en es un, c'est pas eux. On est dans un truc qui est qui ne correspond je ne connais pas d'autres modèles de service qui fonctionnent comme ça. C'est totalement aberrant en termes d'engagement. On va prendre l'automobile par exemple. Il y a eu, rappelle-toi, Volkswagen à un moment donné ou Toyota, ils ont retiré des voitures. Donc, il y a eu un bug chez eux, Volkswagen, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont retiré les voitures, ils ont pris la responsabilité, ils ont tout payé. Machin, ils ont là, alors que c'est pareil, ce sont des voitures, ils sont fabriquées, ils ont sûrement les brevets, tout ce que tu veux, et ils ont été déclarés responsables. Il a fallu qu'ils récupèrent tous les trucs, qu'ils corrigent. Il n'y a pas eu de mise à jour, machin. Tu vois la différence? Dans un cas, ils sont responsables, dans l'autre cas, ils ne sont pas responsables. Oui, mais alors, la responsabilité, est-ce que c'est une question de propriété intellectuelle dans ce cas-là ou Non, quel est le rapport entre les deux? Parce que ça, on pourrait dire que c'est... Moi, je vois très bien une réflexion de gauchiste, employons le mot, qui va dire que c'est à cause du capitalisme et de la concurrence que les gens sont obligés de se dépêcher à développer des logiciels parce qu'il y en a trop sur le marché et donc ils les produisent avec des bugs et donc ils sont obligés de mettre des mises à jour tout le temps pour réparer les conséquences de leur précipitation qui est causée par la concurrence. Ça n'a rien à voir avec la concurrence, c'est tu décides quand tu... Justement, le parallèle avec l'open source c'est intéressant. Tu connais beaucoup de trucs parallèles qui sont livrés avec des bugs partout. En général, l'open source, quand ça sort, ça a été testé, retesté, machin. Il peut y avoir des bugs, hein, bien sûr. Mais le problème de fond, et c'est très pervers comme truc, parce que le problème de fond, c'est les grandes boîtes. Si jamais il y a un trou de sécurité et que donc les systèmes qui sont dans ces boîtes-là, il y a un gros trou, il y a un gros problème, on se retourne vers qui? Vers le patron de l'informatique de la boîte qui a pris la décision de mettre Microsoft en place, ou vers Microsoft qui a fourni un logiciel de merde? Qui est responsable? Oui, c'est une bonne question, mais en général, c'est pas Microsoft. Hein. Tu as signé que tu les dégageais de toute responsabilité mais j'entends bien, mais c'est précisément le point. C'est moi, ce que j'aimerais, c'est à titre perso, hein, c'est je veux bien installer le logiciel, mais je vais l'installer parce que justement, je sais qu'il est fiable. Et avant, je le teste, etc. Maintenant, une fois que j'ai acquis la conviction qu'il est fiable, je prends la décision de le mettre chez moi. Si j'ai un problème de sécurité, c'est pour ma pomme. Parce que j'ai pris la décision de mettre en place un truc dont je pensais qu'il était fiable et qui m'a donné tous les signes qu'il était fiable. Par contre, si je peux prouver que, contrairement à ce qu'il était, il n'est pas fiable, alors je peux me retourner vers lui. Ça marche comme ça, les problèmes de responsabilité, tu vois. Mais là, ça marche pas comme ça. Non, mais ce que je veux dire, là où j'ai un flottement intellectuel, c'est que à partir du moment où on a donné notre accord en cliquant sur OK avec la fameuse présentation des termes du contrat d'utilisation, si on accepte de dégager l'éditeur de ses responsabilités... Mais on n'a pas le choix. Le problème, c'est qu'on n'a pas le choix. Moi, excuse-moi de te couper, mais je comprends très bien, mais
c'est un faux consentement. On te force à... C'est comme les impôts. On te force à consentir sur un truc que tu n'as pas pu discuter ou que tu n'as pas les moyens de discuter. Moi, j'aimerais pouvoir dire à Microsoft, je vous sortirai de vos responsabilités que quand vous m'aurez montré ou quand vous m'aurez expliqué comment je peux faire confiance à votre truc. Donc tu voudrais avoir le cahier des charges, les tests QA, machin, enfin tout le... Comment je fais Une pareil. validation de certification par quelqu'un, en gros, un service qui... Mais pourquoi? Mais par exemple, mais comment on fait, encore une fois, comment on fait sur l'open source? L'open source, on connaît les processus, si on peut intervenir, on peut éventuellement, si on l'installe dans sa boîte, on peut faire une sandbox, l'installer, tester, machin, et vérifier, mais tu as un moyen d'action. Tu as un moyen d'action. Et tu peux surtout dire, OK, là, j'ai de la confiance, je l'installe chez moi parce que j'ai décidé que, mais là c'est pas le cas. Tiens, chaque fois qu'ils te sortent un nouveau truc, tu ne peux pas refaire tes tests et tout. Encore une fois, je prends les risques. Beaucoup vont me dire que c'est, mais très grosso modo, si c'était pas comme ça, il n'y aurait pas de mise à jour en permanence comme ça, quoi, si tu veux. C'est pas normal qu'il y ait autant de mises à jour tout le temps. C'est juste pas normal. Je vais te poser la question sous un autre angle. Est-ce que tu penses que ces problèmes de qualité, parce qu'en fait c'est à ça qu'on fait face, c'est des problèmes de qualité de produit, hein, simplement, que ce soit des logiciels ou pas, peu importe. Est-ce que ces problèmes de qualité, tu les imputes à la propriété intellectuelle? Oui, parce que, oui, alors, dans l'absolu, non, mais le fait que la propriété intellectuelle était instaurée et que les relations, le business model qui est instauré entre les boîtes et Microsoft revendique celui de la propriété intellectuelle, qui lui permet de passer sur un mode de contrat qui est celui de la licence, et que la licence elle-même repose sur de dégager la responsabilité, d'accord? C'est ça qui pose problème. C'est pas la propriété intellectuelle en soi, parce que dans l'absolu, d'accord, mais c'est le prétexte du brevet quelque part, ok, qui permet au contrat de dire, ah ben, on est propriétaire, donc vous n'allez pas mettre le nez dans nos trucs à nous, et on vous concède le droit d'utiliser notre superbe produit à condition que vous emmerdiez pas. C'est ça le problème. Mais comment tu expliques qu'il n'y ait pas vraiment de concurrent sur le plan des OS, par exemple? Sur les OS payants, je parle pas des OS libres. Oui, ça, je pense que c'est un autre phénomène qui n'a rien à voir, c'est l'histoire de Microsoft. Il aurait pu y avoir d'autres trucs, et je pense qu'il y a eu des tentatives d'OS concurrents. Il y a eu l'iOS, il y en a eu plein des OS qui ont essayé. Voilà. Il n'y en a aucun qui a réussi à prendre dans le public. Mais parce que Bill Gates, il a eu le succès de Bill Gates, c'est celui de la connivence, en fait. Il y a 30 ans, il a eu l'intelligence alors pour le coup, il a vendu son OS, et notamment aux fabricants de PC quand il sortait. Il a réussi à convaincre les vendeurs de PC de vendre leur PC avec son OS dedans. Donc voilà, et à partir de là, il a créé le monopole. Hein, c'est un peu comme Bitcoin. C'est un peu comme Bitcoin. Il y a pas de valeur. Il y avait pas de valeur au départ, mais il en a créé une par le monopole. C'est un peu c'est pareil. Oui, mais ça ressemble à un monopole naturel, ou alors tu es en train de dire qu'il y a eu des obligations législatives quelque part là-dedans. Sérieusement, moi, je n'irai pas sur ce terrain parce qu'en plus je n'en sais rien. Ouais, ce que je pense savoir là-dessus, c'est que ça relève plutôt de la connivence, tu vois. C'est un monopole, c'est pas un monopole, c'est une position dominante historique. Parce que s'il y a un domaine encore où on peut respirer un petit peu, c'est bien celui de l'informatique. Oui. On est encore assez libre, on n'est pas encore trop emmerdé par les réglementations et les trucs comme ça, parce qu'il n'y a pas vraiment prise sur des choses purement symboliques. Mais ce que je veux dire, pardon, c'est que ça m'étonne, depuis ce temps-là, depuis la fin des années 80, qu'il n'y ait pas eu des concurrents sérieux qui aient réussi justement à établir leur propre connivence. Il y avait à l'époque, comment ça s'appelait, à l'époque de Windows 3, là, en 90, 92, il y avait OS2 de IBM, qui ressemblait à Windows en termes de UI. Donc pour un utilisateur, c'était la même chose en gros. Oui. Et ce truc-là a disparu. Pourquoi il n'y a pas une autre grosse boîte qui a réussi à créer son propre truc et à détrôner Microsoft? Aujourd'hui, il y a quand même une concurrence significative de Google, par exemple, notamment dans les PME.
Tu as quand même aujourd'hui en concurrence à Office et tout ce qu'il y a à Office, il y a GCP qui fait pas mal de concurrence, tu vois, et qui honnêtement offre des solutions tout à fait intéressantes. Nous, au quotidien, enfin, tu vois, on utilise tous un Google Drive ou des trucs comme ça. Il y a la version pro. Je pense que c'est lié encore une fois au business model, qui lui-même, encore une fois, le point de départ, c'est la propriété intellectuelle fait que le business model devient possible. Et Ah oui. c'est un business model qui est assez pervers, c'est que, encore une fois, c'est celui de la responsabilité. Avec l'explosion de la cybersécurité, pour un DSI ou un CIO de boîte, ou un CISO, le risque sécuritaire est colossal et il a intérêt à pouvoir se déporter sa propre responsabilité sur quelqu'un. Donc il va chercher un Microsoft qui est colossal, qui est gros et qui quand même produit des logiciels qui fonctionnent. Pas non Ah oui, il plus. ne faut pas exagérer non plus, ouais. Voilà, exactement. Bon. Ils sont inconfortables, mais ils fonctionnent. Mhm. Parce que ça donne, si tu veux, on peut dire, avec parce que j'ai les mises à jour, je suis responsable sécurité, parce que j'ai les garanties d'avoir des mises à jour, j'ai la garantie que s'il y a des bugs qui sont trouvés, ils seront corrigés. Alors que si je mets du Linux en place, s'il y a un bug qui est trouvé, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. C'est ça le truc. C'est ouf, j'ai un gros trou de sécurité chez moi, qu'est-ce que je fais? J'ai Microsoft qui va me mettre des patchs. Si j'ai mis en place de Linux, j'ai pas de patch, ou en tout cas, j'ai pas de garantie de patch. Là où le bas blesse, c'est que c'est pas si simple. C'est que, un, c'est très rare d'avoir des trous de sécurité dans Linux. Deux, si tu l'achètes par un OEM, un vendeur à valeur ajoutée, bah lui, il va te proposer des patchs s'il y en a besoin. Donc, en fait, Il va faire le service en plus, en général. voilà, exactement. Exactement. Dans l'argument ne tient pas. Mhm. Mais par contre, c'est un problème d'image. C'est que le modèle de Microsoft auprès de grands patrons, il est rassurant. Grande boîte, gagna, machin. Voilà. Mais encore une fois, le point de départ consiste à dire s'il n'y avait pas la propriété intellectuelle, il ne pourrait pas y avoir ce mode de contrat. Et les mises à jour sont imposées parce que on dit ah c'est mon logiciel, vous ne pouvez pas y toucher. Mon engagement néanmoins en compensation des licences, c'est de vous proposer des mises à jour comme ça vous êtes sûr d'être corrigé. Ah, vous auriez pas dû avoir de bug. Oui, ok, j'aurais pas dû faire de bug, mais au moins je vous les corrige. Tu vois ce que ou pas? Ouais. Alors, dans un monde sans propriété intellectuelle, pour finir un peu vers une ouverture, vers un futur possible, une plateforme ou disons un OS comme Windows, il serait toujours, je suppose, jalousement gardé par son éditeur, c'est-à-dire qu'il fournirait jamais le code, mais seulement des versions prêtes à l'emploi. Ça changerait pas grand-chose finalement pour l'utilisateur moyen comme moi. Bah, si tu retombes dans le modèle qui est aujourd'hui le plus proche et qui, à mon avis, a le plus à venir, hein, ça c'est une autre histoire, c'est le SaaS. Le SaaS règle la question. Tu peux avoir besoin de payer pour te connecter. Très bien. Donc là, le mode de paiement n'est plus à la licence, c'est à l'accès. Mhm. Très bien. Et puis s'il y a des bugs, ben, les mecs, c'est leur code et tout, ils débuguent derrière dans leur truc, ils voient rien. Et c'est toi, à l'usage, à l'interface, tu profites du logiciel de manière en termes de service, en termes d'interface. Voilà. Si t'as pas de correction, ils vont corriger de leur côté. Au pire, tu vas avoir une rupture de service pendant la nuit, pendant qu'il faut une mise à jour de leur côté. Mais c'est totalement transparent pour toi. Ça règle la question. Non? Ou j'ai pas répondu à ta question? Si, ça règle la question d'un point de vue, on n'est pas Et il y a emmerdé plus. par les mises à jour. Ouais, tu as plus de problème de copyright. S'en fout. Le business model est remplacé de la licence devient un droit d'accès que tu fais financer. Ok. Les problèmes de mise à jour sont réglés. Alors, moi, je vais revenir sur mon cas personnel, hein, parce que je suis la personne qui m'intéresse le plus, en gros. Donc, j'ai besoin d'avoir un logiciel en local pour faire de la musique, par exemple, parce que je n'ai pas envie d'uploader toutes mes pistes audio sur un site pour avoir l'interface et procéder à mon mix. D'accord.
Donc je veux tout garder en local pour des questions de temps et puis même justement que j'ai pas envie que des gens puissent écouter ce que je fais avant que ce soit fini, par exemple. Là, j'achète, j'utilise des logiciels comme Pro Tools, Cubase, c'est des trucs qui sont des standards industriels de production audio, qui m'emmerdent aussi parce qu'ils n'arrêtent pas de se faire des mises à jour, là, des nouvelles versions tous les mois ou je sais pas quoi. Mais j'ai quand même besoin, moi, d'avoir un truc qui ne soit pas SaaS. D'accord. Et admettons qu'il y ait justement plus ces restrictions de propriété intellectuelle. Pour moi, en tant qu'utilisateur, j'aurais toujours face à moi, ou disons comme fournisseur, des boîtes noires où je l'installe et ça marche ou ça marche pas, et ça c'est un autre problème. Mais j'ai aucune prise sur le code ou sur le règlement des bugs. Oui. La seule espèce de garantie que j'ai ou le seul sauf-conduit que j'ai sur la qualité, c'est que comme ils sont en concurrence, il n'y en a pas un qui peut se permettre d'avoir un truc qui marche pas bien par rapport à l'autre. Oui, et donc là-dedans, quel est l'impact de la propriété intellectuelle sur ce mécanisme-là? Parce que actuellement, ces logiciels sont bien sûr tout à fait protégés par ce genre de trucs, les brevets et autres copyrights sur leurs modules, etc. S'il n'y avait pas ça, je pense que ça changerait rien pour moi. Non, ça change rien. Il n'y a pas de propriété intellectuelle qui joue, que je sache en tout cas, que je vois. Parce que tu as pas, parce que ça donne pas lieu. Encore une fois, le problème de la propriété intellectuelle sur des logiciels de type Microsoft, c'est que ça sert de prétexte à un business model qui relève de la licence, où on te concède le droit d'usage, contre rémunération, parce que on te fait l'honneur de te donner le droit d'accès à une œuvre, d'accord? C'est ça le truc. Mais dans le modèle que tu évoques là, moi je sais pas, il y en a plein des logiciels comme ça. Dans l'absolu, juridiquement, c'est peut-être la même chose, mais très concrètement, c'est tu payes au téléchargement, je suppose. Tu achètes, tu fais. Je paye une licence. Ah, tu payes une licence. Dans ce cas, c'est quoi? C'est pareil. C'est la même chose que. J'achète le. Alors, j'ai pas de licence limitée dans le temps, là, c'est pas un modèle annuel. Simplement, j'ai payé. J'ai reçu un code, je le rentre dans le logiciel et ça débloque le logiciel. Oui, donc ça c'est juste un mécanisme pour être sûr que tu vas payer. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà, mais c'est pas la même chose qu'un contrat de licence. Je sais pas si tu vois la différence. Un contrat de licence, c'est un contrat de service. C'est un contrat de service. Là, tu me parles pas d'un contrat de service. Tu me parles juste d'un mécanisme logiciel qui te permet de verrouiller, déverrouiller l'accès. C'est juste du contrôle d'accès. C'est un contrôle de paiement, pardon. C'est un contrôle de paiement. C'est pas un contrat de licence. Microsoft, tu as un contrat de licence. Même moi sur mon PC, je paye machin et si j'ai pas payé, il me bloque le truc. Et par contre, si je dois avoir un machin, il y a un contrat quelque part qui dit quelles sont les garanties, les droits que j'ai. Je sais pas si tu vois la différence. Bah, alors moi, c'est marrant, j'ai jamais payé Windows. Pourtant, Parce ça que fonctionne avec les téléchargements, les mises à jour et tout, là. Parce que tu dois l'avoir sur ton PC, il est sur ton PC. Mais moi, par exemple, j'ai un contrat, je paye Office, OneDrive, etc. Ah non, mais Office, c'est différent. Moi, je parle vraiment de l'OS, là. Ah, pardon, non, oui, autant pour moi. J'étais sur Office, excuse-moi. J'étais sur Office. Oui. Non, l'OS, non, j'étais sur Office, autant pour moi. Mais l'Office, tu as un contrat de service. Tu as un contrat de service. Oui, parce que bon, ça c'est clair que les logiciels en ligne, parce qu'Office maintenant c'est online, et puis ça revient finalement au modèle SaaS, quoi. Toi, ou alors tu parles du Office sur ton PC installé. Le truc est aujourd'hui suffisamment chiadé pour que ce soit à la fois installé sur mon PC et je peux aussi y accéder online comme on a tous. Ouais. Mais effectivement, je l'ai aussi sur le PC. Mais encore une fois, le point il est que même si j'étais online, de toute façon, j'ai une licence qui ne peut exister que parce qu'il y a de la propriété intellectuelle et parce que j'ai ce contrat de licence, j'ai des mises à jour qui me font chier. C'est ça Alors qu'avec un logiciel comme ceux que tu évoques, tu le charges, machin, tu as peut-être des mises à jour, mais c'est absolument pas nécessaire et tu t'y attends pas forcément. Tu as acheté un logiciel dans une version dont tu espères qu'il n'est pas buggé, etc. Et voilà.
Alors, c'est marrant justement parce que je parlais du logiciel audio que j'utilise, vidéo que j'utilise pour nos vidéos là, et qui se met à jour, mais 2 fois par semaine, c'est insupportable. À chaque fois Mais que je l'ouvre, pourquoi? en gros, il me propose une nouvelle version. Mais Mais alors, les pourquoi? logiciels audio, pas du tout. Eux, de temps en temps, une fois par an, ils disent tiens, on a sorti la version 14, est-ce que vous la voulez? Pourtant, les deux fonctionnent de la même manière avec un numéro de licence que j'ai dû payer pour le débloquer. Enfin, c'est bizarre, quoi. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Je prêche pour un truc où il n'y a pas de mise à jour, quoi. Ou s'il y a des mises à jour, elles se font en dessous, que tu ne les vois pas. Moi, je rêve d'un PC que je l'allume le 1er janvier, je ne l'éteins pas jusqu'au 31 décembre. Voilà. Bah, disons qu'ils ne proposeraient pas des mises à jour, mais des nouvelles versions parce qu'ils ont rajouté des features, mais c'est pas du patchage. Mais tu pourrais faire du patchage en vol de cycle, quoi. Arrêtez, quoi. On est dans des technos, enfin, on va pas rentrer dans les trucs d'informatique, mais tu mets des packages, etc. C'est un problème de conception de l'OS, là aussi, c'est une autre histoire, ça encore. Ouais. Mais le point, c'est que s'il n'y avait pas ce contrat de service, il n'y aurait pas la mise à jour. Parce que la mise à jour, c'est la réponse. J'ai eu un bug, j'ai une faille de sécurité, la réponse, c'est la mise à jour. C'est pas la responsabilité. Je sais pas si tu... On va pas repartir encore là-dessus pendant 3 heures. Je crois que j'ai saisi. Je proposerai aux gens dans les commentaires de nous dire si eux ont compris et où est-ce qu'éventuellement je suis désolé. C'est consolider le peut-être un discours. peu... Mais de toute façon, je pense que la comparaison entre Microsoft enfin Windows, je parle de Windows, là, de l'OS, et des trucs comme Linux, elle illustre parfaitement bien, même si le côté théorique peut paraître difficile à percevoir, mais elle illustre bien la différence entre les deux, parce que c'est vrai que Linux, de toute façon, quand ils ont des problèmes de sécurité, ça arrive parfois, la communauté, justement, se dépêche de les publier, ces corrections-là. C'est ça. Et les packages sont disponibles immédiatement. Enfin bon, c'est bien huilé, quoi. C'est Alors ça. que dans l'autre cas, on se retrouve face à des boîtes noires et on ne sait pas trop ce qui se passe. Exactement. Et on est un petit peu à la merci du bon vouloir de l'éditeur. Et d'ailleurs, on ne sait jamais vraiment, en plus de ça, ce qui nous espionne. C'est marrant, j'allais exactement venir sur ce terrain, qui est, en plus, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans le code. C'est ça. Parce que moi, ça m'angoisse quand même. C'est pour ça que j'ai des VPN partout, des machins. Je ne sais pas ce que Windows sort de mon PC pour l'envoyer chez Microsoft. Bon, déjà, ça m'emmerderait, mais j'ose pas imaginer les ponts qu'ils auraient éventuellement fait avec le fisc, avec ci, avec ça, avec tous nos amis bureaucrates. Je serais pas étonné qu'il y ait des... J'ai souvent dit dans ma carrière, généralement c'est très mal perçu, mais j'ai souvent dit à des responsables sécurité, si vous voulez vraiment mettre de la sécurité dans votre boîte, achetez du logiciel open source, parce que moins vous savez ce qu'il y a dedans. C'est ça. Et puis ça a été validé par d'autres, et encore par d'autres. Et surtout, si vraiment c'est pour fonctionner sur des systèmes critiques, ce qui est quand même le cas dans les grandes boîtes, machin, et qu'il y a des vraies questions de sécurité, à ce moment-là, tu peux regarder ce qu'il y a dans le code et tu es trop sûr qu'il n'y a rien d'autre. Exactement. Qu'il n'y a pas la CIA, le FBI ou même les RG qui sont en train de te pomper des trucs. Parce que moi, je vais faire une confidence, mais il y a plus de 20 ans maintenant, 23 ans, je travaillais dans une petite entreprise dont j'étais simplement employé, mais avec qui j'avais d'énormes difficultés de relation avec les boss, on va dire, hein, pour être très sobre. Et ben, dans leur logiciel central dont je m'occupais, j'ai introduit une ligne de code qui me souhaite bon anniversaire et qui fait des trucs alors que ça devrait pas, quoi. Hein. Et j'étais gentil, j'aurais pu faire pire. Et donc, bon, je suppose que c'était juste pour rigoler là, mais je suppose que quand on a un logiciel dont on peut lire le code, c'est plus pratique pour détecter ce genre de petites plaisanteries, voire carrément de fraude, justement, plutôt que de s'en remettre à des boîtes noires impénétrables ou dont on ne peut que éventuellement tester les appels à l'extérieur, mais ça prend un temps fou et c'est pas pratique, quoi. On ne peut en plus tester que ce à quoi on pense, mais ça, c'est encore une autre histoire. Oui, alors ça, ce sera notre prochain sujet, sans doute. Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, ça se concerne aussi les logiciels.
Je te remercie, Stéphane. Ça va être l'heure que je retourne à mon chocolat. Donc, merci pour cette conversation. Je J'espère t'en qu'on a prie. été clair et en tout cas qu'on a pu répondre à certaines questions qui semblaient émerger dans les commentaires de la précédente vidéo sur la propriété intellectuelle. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Et puis sur ce, je souhaite un très bon week-end à tout le monde, une très bonne semaine, une très bonne année, une excellente fin de vie. Bonne Pâques. Bonne Pâques. Bonne Pâques, voilà. Ciao, ciao, merci bien.